هي على الغاية الديمقراطية العبد كما يتغني شوية. Vous avez reconnu True Sorry d'Ibrahim Malouf. Bienvenue à tous dans Maghreb Orient Express et bienvenue à vous Ibrahim Malouf. Merci d'être avec nous. Vous êtes musicien, trompettiste. Vous serez en concert le 6 juin au Festival Musique Métis d'Angoulême en France, le 14 juin suivant au Festival Gnawa d'Essaouira au Maroc, mais également le 6 août au Festival international de Byblos au Liban, mais beaucoup d'autres dates encore que l'on peut découvrir sur votre site internet. Avec nous également 3 personnalités engagées. Jamila Ben Habib, vous êtes écrivaine, bienvenue à vous. Merci. Militante politique également, lauréate du prix humaniste 2014 au Québec, auteur de Ma vie à contre-courant, c'est aux éditions H&O et Alter Books. Walid Al-Husseini, merci d'être avec nous, bienvenue. Vous êtes blogueur palestinien, vous avez fait 10 mois de prison en Cisjordanie pour avoir revendiqué votre athéisme sur Internet. Vous êtes aujourd'hui réfugié en France où vous avez fondé le Conseil des ex-musulmans de France. Et puis, un autre écrivain dans MOE, nous irons à Alger où nous attend Rachid Boujedra. Merci d'être avec nous, Rachid Boujedra, dans MOE. Vous êtes écrivain, votre nouveau roman s'appelle Printemps. C'est paru aux éditions Grasset et vous aurez beaucoup de choses à nous dire, notamment sur les religions et sur les printemps arabes, entre guillemets. Avant de vous donner la parole à tous les 4, place à la musique avec un extrait du clip Illusion. Alors, t'es bien gentil de venir me rendre visite avec ta petite gueule d'amour, mais il faudrait faire du chiffre. Non, c'est pas à toi que je parle, Gunther. Non. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir chanter. Chanter? Mais moi, je suis trompettiste. Moi, si je chante, je vais faire illusion. Illusion, c'est bien ça. Vanessa, mon café. Imagine, tu es une bombe sexuelle, un crooner des années 70. Ah non, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est quoi ça? On n'est même pas raccord avec les musiciens, on n'est pas du tout dans la même énergie. Et puis c'est quoi? Parce que c'est du jazz, alors qu'il faut que tous les musiciens soient noirs. C'est quoi? Ça s'appelle du racisme. Non, c'est du racisme, ok, c'est du racisme. Vanessa, ça vient ce café? Minute. Oui, alors, moi, je veux bien te mettre des blancs, mais le blanc, ça vend pas. Parce C'est que du pour la racisme lessive. aussi. Oui. Allô, oui. Jackson. Il joue de quoi? Je connais pas. Bon, alors, si tu veux, t'auras tes blancs. En revanche, il faut un truc qui pulse, qui groove, qui whiz, qui swing, qui beans, qui se bouge, qui fuse. Tu vois ce que je veux dire? Une gonzesse. Tu vas emballer une gonzesse. Voilà, Ibrahim Malouf, comme on ne l'a jamais vu, Illusion. Alors Ibrahim, qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images d'ailleurs? Vous assumez? Ces images qui étaient plutôt destinées, je dirais, à Internet. Donc, Ouais. En tout cas, ça fait beaucoup rire en plateau, notamment Jamila Ben Habib. Alors, pour autant, c'est un clip décalé. Il y a aussi du fond, hein, bien entendu. Est-ce que c'est pour qu'on dise arrêtez de vouloir mettre des étiquettes à tout prix? Il y a vos propos notamment sur les jazzmen. disons, je cherche pas du tout à volontairement casser les barrières, mais c'est sûr que je me sens vraiment libre, absolument libre, surtout dans... Il nous reste encore un espace de liberté dans ce monde qui est le milieu artistique. On peut encore faire ce qu'on veut, ce qui est quand même pas évident dans le reste des domaines. Et donc, j'en profite vraiment à outrance. Et là, quand j'ai envie de faire un clip, que vous avez vu d'ailleurs, qui est un genre un peu musique, un peu court-métrage aussi, où on se moque un peu de pas mal de choses, j'ai envie de dire plein de trucs, de faire passer plein de petits... Voilà, je le fais avec beaucoup de liberté. Alors, le jazz est loin d'être le seul ingrédient de votre musique, mais d'ailleurs, de toute façon, on le sait, il reprend plusieurs tendances, ce n'est pas nouveau. Est-ce que c'est dû à cette trompette à 4 pistons utilisée dans la musique arabe? Alors, c'est en fait que quand mon père a eu l'idée de faire cette trompette, pour lui, c'était dans un objectif précis de jouer la musique arabe. Parce que mon père était venu, c'était un des premiers musiciens arabes à venir apprendre la musique classique en Europe, aux États-Unis, en France, etc.
Donc une fois qu'il a appris, il lui manquait quand même un truc très important, c'était pouvoir s'exprimer dans sa langue musicale, sa culture maternelle. Donc lui vraiment a inventé cet instrument pour ça. Moi je suis né à Beyrouth mais j'ai grandi en France et j'ai grandi en écoutant tout un tas de choses musicales très différentes, très variées. Et quand je dois m'exprimer aujourd'hui, l'instrument me sert évidemment à jouer de la musique arabe, mais pas uniquement. Il est un genre de catalyseur de culture. La trompette existe dans le jazz, dans la salsa, dans les musiques de tous les styles, le rock, voilà, plein de styles très très différents. Et moi, ce qui me passionne dans cet instrument, c'est ça. C'est l'idée que ça peut rassembler toutes les cultures, y compris ma langue maternelle, la musique arabe. Alors avec la trilogie Dia précédemment, hein, les albums Diaspora, Diachronisme et Diagnostic, vous avez expérimenté, on l'a dit, beaucoup de directions. Ça vous a forgé, c'est tout de même, vous le dites, 10 ans de travail. Quels sont les questionnements que vous explorez dans votre musique? Vous disiez à l'instant, s'il reste bien un domaine où on peut être libre, c'est l'art musique. Quels sont les sujets de réflexion que vous abordez à travers vos créations? Je peux pas dire qu'il y a vraiment comme des sujets, mais évidemment, tout propos artistique est intrinsèquement lié à une expression humaine et sociale et tout ce qu'on veut. Donc, malgré moi, si vous voulez, quand j'exprime des choses musicales, artistiques, malgré moi, enfin, j'ai rien contre, mais malgré moi, de toute façon, il y a un engagement, il y a un discours. Est-ce qu'on retrouve votre parcours, l'identité Certainement. Je suis pas la meilleure personne placée pour faire l'analyse de ma propre musique. Enfin, je pense que ceux qui écoutent se font leur propre interprétation. Exactement, c'est ça. Et puis surtout, avec le temps, il y a des choses qui s'analysent avec le temps et qui se comprennent que moi, je suis complètement incapable. Et tant mieux d'ailleurs, parce que je préfère être baigné dans ma musique, dans mes arrangements, dans mes idées d'instrumentation, dans mes délires. Que de vous dire qu'est-ce que je suis en train de dire, comment ça va être reçu, etc. Walid Al-Husseini, est-ce que vous connaissiez ce grand musicien qui est Ibrahim Malouf? Oui, je l'ai connu aujourd'hui. Je crois que c'est une très très bonne musique, une musique de liberté. Alors, puisqu'on parle de liberté, justement, vous avez eu de gros problèmes à Qalqilia, en Cisjordanie, dans les territoires palestiniens occupés. Vous avez revendiqué sur Internet votre athéisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre histoire pour ceux qui ne la connaissent pas? Oui, j'ai commencé aux alentours de 2010 cette activité. Et après 4 années d'activité sur Internet, j'ai été envoyé en prison. J'ai été très actif sur Facebook. J'ai été critique envers l'islam, ce qui a provoqué la colère des autorités palestiniennes. Et il y a parfois la volonté de se prévaloir de la laïcité, mais cela n'est pas vrai. Et j'appelle à des constitutions laïques dans le monde arabe. Je veux que les libertés soient garanties. La liberté a toujours été soumise à des critères particulier, malheureusement. Et donc, j'ai passé 10 mois en prison et j'ai été victime de 3 chefs d'inculpation, l'outrage aux sentiments religieux, l'outrage aux dignitaires religieux et l'incitation à la haine confessionnelle et religieuse. Il n'y a pas de charge véritablement précise. Ces personnes souhaitent simplement me juger parce que j'ai critiqué l'islam. Et ils essayent d'utiliser la loi pour m'accuser. La constitution palestinienne est un mélange de diverses constitutions qui garantissent les libertés. Alors, quelles ont été les réactions dans la société palestinienne? Est-ce que vous avez été isolé? On sait que c'est un tabou de critiquer la religion dans le monde arabo-musulman, entre guillemets. Quelles ont été les réactions? Ça a été difficile, y compris dans votre famille, il me semble. Au début, lorsque j'écrivais sur Internet, j'y ai trouvé un espace de liberté. Et je n'ai pas exprimé mes idées au début à mes amis. Mais lorsque ma famille a eu connaissance de mes opinions, eh bien, elle a été choquée. Et lorsque j'ai été en prison, les choses se sont compliquées davantage. Et les réactions en Palestine ont été de se prévaloir de défenseurs de la religion. Et beaucoup ont appelé à me tuer, à m'exécuter en place publique.
C'est une affaire qui a amené même ma famille à me stigmatisé. Mais lorsque ces personnes disent qu'ils sont contre ce que je dis, cela ne veut pas nécessairement dire qu'ils protègent la religion. J'ai été victime de plusieurs menaces et je suis toujours en danger. Alors, depuis votre arrivée en France, vous avez créé ce qu'on appelle le Conseil des ex-musulmans de France. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? Le Conseil des ex-musulmans est un conseil qui est lié à un conseil rattaché en Allemagne et au Royaume-Uni. C'est un conseil qui protège les droits des athées et les droits des apostats de l'islam. Et nous voulons mettre en contact des personnes pour lesquels il est difficile d'exprimer leurs idées. Nous voulons les défendre, nous voulons leur permettre de s'exprimer dans les forums internationaux. Et nous voulons également défendre la laïcité, la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté d'être athée et la liberté des femmes également. Jamila Ben Habib, c'est une histoire que vous connaissiez bien entendu. Quel est le problème de fond, selon vous? C'est de déclarer publiquement son athéisme, comme l'a fait Walid Al-Husseini, dans le monde musulman? Avant peut-être de répondre à la question, j'aimerais tout de même dire toute mon admiration à l'égard de Walid et de son parcours, mais à travers lui, toute cette jeunesse, tous ces jeunes et moins jeunes qui finalement, dans le monde arabe, en fait arabo-musulman, ce qu'on appelle erronément d'ailleurs arabo-musulman, sont des amoureux de la liberté, sont des amoureux de la justice, de l'égalité, de la culture, et qui malheureusement ne trouvent pas un espace pour se réaliser, pour vivre tout simplement. Donc en effet, dans ce monde-là, le plus grand tabou est le religieux et l'islam. Et donc toute critique de l'islam devient dangereuse parce que les pouvoirs en place ont compris qu'il fallait aussi utiliser l'islam pour restreindre les libertés, donc qu'elles soient individuelles, mais aussi les libertés collectives. Et donc ça fait qu'aujourd'hui, on instrumentalise donc l'islam et les partis donc politico-religieux, mais aussi donc les systèmes, le pouvoir, en fait les pouvoirs en place, tout ça pour freiner la naissance de la démocratie et de la construction d'une véritable alternative démocratique dans ce monde-là. Donc il y a un réel décalage entre ces peuples et ces acteurs politiques qui sont finalement totalement largués par l'immense potentiel qui existe dans ces populations-là. Alors, vous avez un parcours, vous aussi, entre guillemets, assez particulier, mais c'est celui de tant de monde. Vous êtes né dans une ville qui est beaucoup citée en ce moment dans les médias, et pour cause, elle se trouve en Ukraine. C'était à l'époque l'Union soviétique. Vous êtes né à Kharkov, vous êtes né d'une mère chypriote et d'un père algérien. Vous êtes ensuite parti vivre en Algérie, à Oran, où vous avez grandi. Qu'est-ce qui vous a façonné? Pourquoi est-ce que vous avez pris la plume, il y a quelques années maintenant, pour écrire Ma vie à contre-courant? Qu'entendez-vous dénoncer, Jamila Ben Habib? En réalité, ça s'est fait d'une façon naturelle dans le contexte québécois de l'époque où on se posait la question à savoir faut-il accommoder les religieux, quelle est l'attitude à adopter face aux accommodements donc de type religieux, ce qu'on appelle en fait des accommodements raisonnables. Or, ils ne sont que des accommodements religieux. Et moi, j'avais envie de témoigner de ce que j'avais vécu, d'abord par amour à l'égard de l'Algérie, à l'égard de tous ces gens qui ont donné de leur vie, qui ont résisté à l'intégrisme musulman avec force et courage. Vous parlez de la décennie noire, voilà, des années exactement. 90. Et j'avais aussi envie de participer au débat public au Québec, donc cette terre qui m'a accueilli à bras ouverts avec hospitalité, générosité, voilà 15 ans déjà, enfin un peu plus, et donc dire ma perspective du religieux dans une société démocratique. Et en réalité, il y a deux champs de travail qui sont la séparation des pouvoirs
politiques et des pouvoirs religieux, mais aussi les droits des femmes. Et donc, la grande question que je me pose, c'est comment vivre ensemble dans des sociétés démocratiques, pluralistes, multiethniques, dans le respect de tout un chacun, mais en même temps... Mais en quelques mots, parce qu'il nous attend à Alger, hein, l'écrivain Rachid Boujedra a récemment, sur TV5 Monde, le maire de Montréal, Denis Coderre, après tout le débat que l'on a eu au Québec sur la charte des valeurs, qui était en particulier, pas seulement consacré à la question du port du voile, Denis Coderre, le maire de Montréal, qui est libéral, disait clairement « Je n'ai aucun souci à ce qu'une femme porte un voile dans ma mairie à Montréal ». Comment accueillez-vous ces propos ? Je les accueille très mal, hein, même si bon, je connais bien Monsieur Coderre, parce que je pense qu'il n'a rien compris du danger que consiste le religieux et de toute la liberté aussi du corps de la femme et de toute sa participation dans la vie publique et dans la vie citoyenne et dans la vie politique. Les femmes sont aussi un sujet sexuel et donc il est temps qu'on ne les considère plus comme une espèce de tabou qu'il faut cacher, qu'il faut masquer, qu'il faut mettre de côté, mais vraiment une entité à part entière. Voilà, c'est pas une femme. Alors, direction Alger, comme promis, maintenant, où nous attend l'écrivain Rachid Boujedra. Merci d'être avec nous encore. Alors, votre roman s'appelle Printemps. Ça parle de deux femmes, l'une algérienne et l'autre espagnole. Telj a 30 ans. Elle enseigne la littérature érotique arabe à l'université. C'est une ex-championne du 400 mètres haies. Et elle s'éprend passionnément d'une jeune espagnole qui est venue travailler à Alger. Alors, d'abord, pourquoi cette histoire entre deux femmes ? C'est un peu la réalité des civilisations, la confrontation des civilisations aussi. Donc c'est une Algérienne, elle a déjà connu d'autres femmes algériennes, hein, c'est pas la première fois qu'elle tombe passionnément amoureuse d'une femme. Elle a connu d'abord des Algériennes, et puis là, il y a une Espagnole qui vient à Alger pour travailler parce qu'il y a le chômage dans son pays, en Espagne, et donc elle a cette rencontre. Et pour expliquer qu'en fait, les civilisations, les sociétés sont différentes, et que des fois, on a un côté idéaliste comme ça pour dire que toutes les civilisations se complètent, s'adorent, etc. Et qu'il y a une réalité beaucoup plus dure. Voilà. Vous avez voulu aussi briser un tabou avec une histoire de deux femmes qui s'aiment ? Non, moi, les travaux, ça fait 50 ans que je les brise. Hein. C'est pas hier, hein, parce que là, vous avez l'impression que vous parlez de moi comme un jeune écrivain, pas du tout. J'ai 75 ans et ça fait donc 50 ans. Je voulais dire un tabou de plus, Rachid, un tabou de supplémentaire. Oui, non, vous ne l'avez pas dit, un tabou de plus. Donc oui, mon premier roman, c'est l'histoire d'un homosexuel masculin, disons. La répudiation, c'est l'histoire de mon frère, d'ailleurs. Et donc, il s'est suicidé à cause de l'oppression de la société. Parce qu'on parle beaucoup des États, mais on ne parle pas des sociétés. Les sociétés arabo-musulmanes, comme vous dites, sont encore très retardataires. Et donc, il n'y a pas que l'État. Lorsque Mme Ben Habib commence à parler des États, des libertés, c'est un autre monde. Elle vit au Québec et nous vivons en Algérie. C'est une autre histoire. Alors, Telj n'avait que 8 ans quand sa maman sage-femme a été égorgée. Ça, c'est un élément réel de la décennie noire. C'est une histoire vraie. Alors, vous avez choisi de prendre pour exemple les émeutes d'octobre 88 en Algérie. Vous dites « ce printemps n'est pas un printemps, c'est une régression terrible ». Vous avez d'ailleurs aussi des mots très durs, très critiques sur ce qu'on appelle les printemps arabes. Expliquez-nous votre position, Rachid Boujedra. Non, je n'ai pas de mots durs. Les printemps arabes, le printemps algérien, d'abord, a commencé en octobre 88. C'était en automne, donc 88, octobre. Et on a dit que c'était un printemps algérien. Ça, c'est la presse, toujours, les médias français, souvent, et les médias occidentaux, qui font une lecture souvent erronée, parce qu'ils ne connaissent pas, ces médias, la réalité profonde de nos pays. Donc, ceci dit, effectivement, les printemps arabes de Tunisie en 2011 et d'Égypte aussi en 2011 ont été vraiment vécus par nous, ici en Algérie, par les intellectuels algériens, par le peuple algérien, comme des révolutions formidables que nous attendions. Mais en fait, c'est vrai très vite que ce n'était pas des révolutions, mais des révoltes. Et donc, toute révolte commençait, n'aboutit absolument pas. Et ce roman, c'est un roman d'abord. Hein, c'est un roman. C'est une histoire de la vie, où la ville d'Alger, par exemple, dans laquelle je suis, est un personnage important, où il y a ces relations de Telj avec son père, avec sa mère qui a été assassinée, avec son milieu social et intellectuel. Et puis, j'adosse un peu cette vie, cette réalité, ce côté romanesque de la vie à une histoire qui s'appelle maintenant aujourd'hui les printemps arabes, que nous avons vu que ça a été une vraie catastrophe. Et évidemment, c'est dommage. Même en Tunisie ?
Bien sûr, évidemment. Vous savez, il y a 3 jours, la maison du ministre de l'Intérieur a été attaquée par une horde sauvage et il y a eu 5 flics qui ont été assassinés. Donc il faut laisser en place des régimes autoritaires? Non, absolument pas, absolument pas. Non, pas du tout. Les régimes autoritaires, si c'est remplacé par d'autres régimes autoritaires, comme ça se passe aujourd'hui en Tunisie, en Égypte, etc. Vous savez, il y a 3 jours aussi, 2 jours même, avant-hier, il y a un maréchal qui a été élu président de la République égyptienne, El-Sisi. Donc, c'est un homme très autoritaire. C'est une dictature qui remplace une autre. Et qu'est-ce que les peuples en gagnent dans ces cas-là? Ce que nous voulons, nous, c'est vraiment la révolution, la vraie révolution. Pas des histoires, des fantasmes, des trucs comme ça, et des gens qui meurent. Beaucoup de jeunes dans le monde arabe sont morts pendant ce printemps, ce que vous appelez, vous, le printemps arabe. Nous appelons ça une révolte arabe, et c'est très triste pour quand même. Le bilan est très négatif. Restez avec nous, Rachid Boujedra. Ibrahim Alouf, il est question de religion, de dialogue des religions. Rachid Boujedra n'y croit pas. Il dit qu'au fond, les uns n'aiment pas les autres, hein, que ce soit les chrétiens, les musulmans, les juifs. Vous, dans le livre qui accompagne votre disque, on peut lire ceci. Il semblerait que de plus en plus de personnes pensent que notre monde serait régi, non pas par des divinités ou autres saints, mais une poignée de décideurs. Je pense appartenir à la génération qui verra ce mouvement dit conspirationniste, entre guillemets, prendre la dimension d'une croyance. C'est en train de se passer? Vous savez, moi je fais de la musique pour essayer de me sauver, pour m'évader. De tous ces sujets de tous ces sujets-là, ce sont des sujets qui me fascinent. Moi, quand je vous entends parler, parfois je suis d'accord avec ce que vous dites, parfois je ne le suis pas. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai un avis qui est tout sauf tranché, qui en fait... un jour, comme beaucoup de gens, en fait, je suis perdu. Donc je lis quelque chose... Je me dis, mais c'est intéressant, qu'est-ce qui dit ça? Hop, je prends les sources, je me renseigne, et puis je me rends compte que dans les sources, 80% de ce qui est dit est juste, et puis je me découvre qu'en fait, non, il y a aussi des choses qui ne sont pas tout à fait vraies. Alors je cherche dans l'autre sens, etc. Et c'est cette recherche qui finit par faire naître un doute énorme. Ouais. Et moi, ce que je sens, et c'est pour ça que j'écris ça, c'est lié à un morceau qui s'appelle Conspiracy Generation, donc la génération conspiration. Ouais. Et c'est pour parler un peu de cette génération qui, comme je pense beaucoup d'entre nous, en fait, même si on est cultivé ou même si on ne l'est pas forcément beaucoup, qu'on lise ou qu'on suive ou pas, il y a un doute qui se réveille et qui grossit avec les années. Et ce doute finit par prendre tellement d'importance que finalement, regardez ce qui se passe aux européennes. Ouais. Voilà, le doute prend le pas sur l'ensemble. Vous parlez des européennes, j'ai justement une question à ce sujet à poser à Walid Al-Husseini, mais d'abord, je vous propose de faire une respiration entre guillemets et de découvrir un photographe algérien. Il s'appelle Arslan Bestaoui. Pascal Achard et Cédric Alliot sont allés à sa rencontre au festival Photomètre qui se poursuit à Sanary-sur-Mer dans le sud de la France. C'est sa toute première exposition en France. Reportage. L'émotion dans le regard d'Arslan Bestaoui. Il découvre ses photos, son reportage, sa toute première exposition en France. Un tirage comme ça, c'est la première fois que je vois ça. Il y a une histoire derrière avec ce quartier qui vraiment il est spécial. On est dans un ancien quartier colonial qui se trouve à Oran. Qui était habité par plusieurs civilisations turques, espagnoles et français. C'est un quartier populaire, il y a beaucoup de vie. Les gens du quartier sont très chaleureux, très accueillants. Portrait d'un quartier à l'abandon et de ses habitants. Les déambulations d'Arslan Bestaoui l'ont mené chez les femmes de Sidi El Ouari. Il a posé son regard sur leur vie, leur quotidien. Une année entière a été nécessaire pour gagner leur confiance, entrer dans leur maison, leur intimité. Et les premiers temps, c'était impossible de la prendre en photo parce qu'elle était un peu gênée pour la photo. Elle voulait être belle. Parce que pour elle, c'est un peu décevant pour elle de la prendre en photo comme ça et de montrer où elle vit. Une vie précaire, dans des espaces confinés, cuisine sans fenêtre. La seule vue sur le ciel, c'est celle offerte par le patio, partagé avec les voisins. J'ai voulu montrer que ces femmes, elles sont très très fortes de caractère et très sensibles en même temps. Et il y a des femmes célibataires, il y a des femmes qui vivent seules, qui sont divorcées, donc qui travaillent pour toute la famille. Et ces femmes-là passent tout leur temps
attendre le linge, faire le ménage. Ils n'ont pas d'occupation, de loisirs. Donc tous les jours, linge, linge, linge. Une vie avec pour seul horizon l'espoir d'un avenir meilleur pour leurs enfants. Elles se sont déjà oubliées, une triste réalité qui a touché ce jeune photographe, une âme sensible qui a à cœur de faire partager son regard rempli d'humanité sur son Algérie. Voilà pour ce photographe à Photomètre. Donc, Walid Al-Husseini, depuis votre arrivée en France, vous avez parfois accordé des interviews à des sites internet présentés à tort ou à raison comme étant ouvertement ou flirtant avec des courants anti-arabes, anti-musulmans. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être récupéré d'une certaine manière ou est-ce que vous assumez ? Au début, lorsque je suis arrivé, je ne faisais pas la différence entre ces différents courants. Mais lorsque j'en ai su un peu plus, j'ai commencé à mieux distinguer les choses. Bien sûr, je suis contre tout type de racisme et de discrimination, quelle que soit l'origine de ces discriminations, qu'elles soient religieuses ou non. Et en deuxièmement, le problème, c'est qu'en France, on a l'impression de marcher sur des œufs et on a l'impression que nos propos seront interprétés forcément dans un sens ou dans un autre. Mais je le rappelle, je suis contre tout fanatisme. On a compris votre message. Merci Rachid Boujedra en Algérie. Merci beaucoup à vous Rachid d'avoir été avec nous pour la première fois dans MOE. Merci Jamila Benhabib. Merci Ibrahim Alouf pour votre musique. À très vite, à dimanche prochain sur TV5 Monde.